Dans les territoires d'outre-mer, des gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et médecins urgentistes opèrent dans les endroits les plus isolés. Entraînés à intervenir en toutes circonstances, ces héros du quotidien ont en commun le même objectif: secourir, soigner, protéger. À l'autre bout du monde, au beau milieu du Pacifique Sud, se trouve la Polynésie française. Des images paradisiaques, des paysages authentiques formés par ces îles volcaniques. Ici, les services de secours relèvent chaque jour un immense défi: pouvoir intervenir partout et rapidement. Sur une immense étendue d'eau aussi vaste que l'Europe, 118 îles sont disséminées. Parmi elles, la plus importante est Tahiti. La capitale, Papeete, accueille l'hôpital référence de la Polynésie française, le centre hospitalier du Taonai. Vaïti est revenue sur son île natale après 11 ans entre Bordeaux et Tours. Un exil forcé pour devenir médecin. Depuis 3 ans, elle est urgentiste au SAMU. Je suis super contente de travailler chez moi, sur mon île. Vaïti fait partie des rares Polynésiens à être revenus travailler ici, les autres préférant rester en métropole. Dans le centre de régulation du SAMU, l'activité est souvent dense avec plus de 38 000 appels par an. Pour une meilleure complémentarité des secours, les pompiers y ont installé un centre d'appel qui couvre pour le moment 3 communes aux alentours. Tu raccroches pas, je vais te passer un médecin du SAMU, ne quitte pas. Les appels s'enchaînent, mais l'un d'entre eux retient toute l'attention des agents de régulation médicale. L'enfant a perdu connaissance combien de temps? Au téléphone, les pompiers de Papara en intervention. 2 à 3 minutes. Un enfant de 18 mois victime d'un arrêt cardiaque. Vaïti n'a pas un instant à perdre. On y va, il faut que tu prennes le sac pédiatrique. L'ambulance du SAMU part sans tarder. Il faut 30 minutes pour rallier Papara. À l'intérieur, l'équipe se prépare à tous les scénarios possibles. Peut-être le cathé intraos, éventuellement, tu vois, si on n'arrive pas à lui poser une voix. Quelque part, de l'autre côté de l'île de Tahiti, la vie d'un enfant est en suspens. J'appréhende vraiment beaucoup les inters sur les enfants. On a essayé de préparer un peu tout le matériel en vue d'une intubation éventuelle si c'était un arrêt cardiaque. On préfère en fait se préparer au pire, entre guillemets, et puis comme ça on est prêt, quoi. Là on part sur un truc sérieux, donc c'est un peu ce pourquoi on est formé. Donc il y a cette excitation-là. Et comme elle disait tout à l'heure, le fait de partir sur un enfant, il y a toujours ce côté où voilà, l'émotionnel, faut pas qu'il prenne le dessus. Mais il est présent et c'est toujours plus stressant qu'un adulte, un enfant. Parce que c'est pas dans la logique des choses que ça finisse mal. Ok, 1 an et demi, c'est ça? En ligne avec le médecin régulateur, Vaïti glane de nouvelles informations. Elle apprend que la fillette a une grosse fièvre qui ne baisse pas. Il faut que... La situation reste assez floue et perturbante. Tant qu'on n'a pas vu le patient, vraiment comment il est... Là, tu t'imagines le pire, tu t'imagines que ça va bien et qu'il n'y aura pas grand chose à faire. On croise les doigts, mais tu t'imagines surtout voilà, le pire des scénarios. Et là en tête, d'un côté tu essayes de te déstresser en chantant, en pensant à autre chose. Mais tu te repasses en tête toutes les dilutions de médicaments, les gestes. L'équipe est prête, mais la route est longue et parfois encombrée. Un stress quand chaque minute compte. Quand il y a un accident, ça arrête? Ah non, c'est bon, c'est bon. Heureusement, l'incident ne freine pas les secours et après une petite demi-heure de trajet, l'équipe du SAMU arrive enfin à la caserne des pompiers de Papara.
suis le médecin, je suis le docteur. N'aie pas peur, maman, elle est là, hein? D'accord? Merci. On a réussi à avoir des constantes et là, on va la perfuser. Puis après, je passerai un bilan à mon régulateur. Voilà, mais bon, elle est consciente, donc c'est déjà ça. On a fait rentrer la maman pour qu'elle soit un peu rassurée. Faire un petit pic. La maman a été très choquée. Elle a cru que sa fille mourait devant ses yeux. Les fortes fièvres qui durent depuis plusieurs jours peuvent provoquer des crises convulsives. Elles sont très impressionnantes et la famille a pu croire à un arrêt cardiaque. T'inquiète pas, ma belle, ça va aller, ok? Même si le cœur de la fillette bat normalement, l'équipe doit absolument la perfuser, mais l'aiguille ne trouve pas la veine. Vahiti prépare alors sa perceuse pour une opération délicate. Alors maman, ce qu'on va faire là, on n'arrive pas à lui mettre une perfusion dans les veines, d'accord? Donc ce qu'on va faire, je t'explique parce que c'est un peu impressionnant. Avec ça, c'est une perceuse, d'accord? On va faire un trou dans l'os là, ok, de la jambe. Et en fait, c'est comme si on posait une perfusion, mais dans l'os. C'est la même chose, d'accord? Mais c'est juste pour t'expliquer que ça peut être impressionnant parce qu'on utilise une perceuse. D'accord? Il est urgent de mettre la fillette sous perfusion, car la situation peut vite se dégrader. Bon, et bougez pas, hein? En un instant, le tibia est percé. Une douleur équivalente à celle d'une piqûre. La fillette a de la fièvre depuis trop longtemps. Vahiti injecte alors les premiers médicaments. Elle s'assure ensuite que la perfusion intra-osseuse fonctionne bien. C'est bon, ok, allez, c'est bon. Tout est en place. L'équipe va pouvoir la transférer à l'hôpital du Taonnet. Enlève la serviette, s'il te plaît. Là, elle est stable, mais bon, après, on n'est pas à l'abri qu'elle reconvulse sur la fièvre. Donc c'est pour ça que là, il faut vite qu'on lui mette un traitement contre la fièvre. La petite fille de 18 mois va mieux. Son état s'est stabilisé. Sa mère la retrouvera à l'hôpital. Ici, il n'existe pas de SAMU pédiatrique, mais Marc et Vahiti s'adaptent parfaitement aux attentes des enfants. Quelle phrase magnifique! Hakuna Matata! Quel chant fantastique! Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Oh oui! Philosophie! Hakuna Matata! Voilà, ça va mieux pour Choupette. Ça va mieux? Et tu nous fais un petit sourire? Grâce à la bonne humeur des deux urgentistes, la fillette arrive souriante à Papeete. Elle est emmenée directement en pédiatrie. La fièvre baissera et elle sortira hors de danger dès le lendemain. Chaque année, le SAMU intervient plus de 1200 fois en ambulance. Pour surveiller et intervenir rapidement dans l'immensité de la Polynésie française, les moyens aériens de l'armée sont mis à disposition des secours. Le CASA de l'armée de l'air et le Dauphin de la marine peuvent être déployés en fonction des urgences. Ce matin, la Marine nationale doit effectuer une mission de contrôle sur les navires étrangers présents dans les eaux territoriales françaises. Des avions comme celui-là, il n'en existe que 5 au monde. Construit pour être un avion d'affaires, le Gardien a été transformé pour effectuer des secours ou des missions de surveillance, grâce notamment à ses hublots sur mesure. Le hublot a donc été agrandi afin de permettre aux observateurs de faire de la surveillance visuelle et de détecter des bâtiments de surface à la mer ou des naufragés en mer si nécessaire. L'avion est aussi caractérisé par un radar dans la pointe avant qui lui permet de détecter tous les échos de surface. Le Gardien est aussi un vecteur très rapide pour aller très loin. L'avantage de cet avion, c'est qu'on peut aller aux Marquises en moins de 2 heures, alors qu'un avion classique d'Air Tahiti met près de 4 heures. Et idem pour les Gambiers. Dans les bureaux des forces armées en Polynésie française, on prépare minutieusement la mission du jour. Bonjour à tous. Sébastien sera le commandant de bord et rejoint son équipe pour le briefing. 6 militaires qui ont chacun leur rôle à jouer dans cette opération. Donc on a Tahiti au nord du Cliché, les Australes dans le sud, et donc on vient au nord-est de Tubuai
checker le palangrier chinois en transit. La mission du jour est notamment de vérifier si un palangrier chinois, naviguant dans les eaux territoriales françaises, n'est pas en action de pêche. L'année dernière, la marine a saisi plus de 100 tonnes de poissons pêchés illégalement. Dans ce genre de mission, rien n'est laissé au hasard. Les 6 militaires apportent chacun leur spécialité. Ensemble, ils forment une équipe de surveillance mobile capable de relier les longues distances de ce vaste territoire de plus de 5 millions de kilomètres carrés. Porte fermée, verrouillé. Maro, cabinet plein. Et donc, secteur antenne AIS sur Ambre devant, vers derrière. L'équipage est prêt à intervenir n'importe où en moins de 4 heures. Décollage, surface 1000 pieds, toute panne avant vers 137. Je freine, je réduis sur les ailes sans ordre, toute panne après vers 137, on poursuit le décollage. Moi, je suis responsable devant l'état-major de la bonne réalisation de la mission. Donc, je coordonne le travail de chaque opérateur dans l'avion, le pilote pour la trajectoire et les opérateurs derrière pour le suivi de la situation surface. Que ce soit au niveau visuel qu'au niveau du radar à plus longue distance. Le radar permet de voir les échos de surface jusqu'à 70 à 100 km autour de l'avion. Donc voilà, je collecte et je coordonne l'activité de l'équipage dans le but de réaliser la mission ordonnée. Décollage à 59, 3, 2, 1, décollage. Durant le vol, l'équipage est particulièrement concentré et scrute minutieusement les alentours. À chaque fois que le gardien est en l'air, on participe à surveiller tout ce qui se passe autour de Tahiti. Le décollage en basse altitude nous permet de voir s'il y a des trucs particuliers qui se passent autour de Tahiti et pouvoir rendre compte d'un événement qui sort de l'ordinaire. Typiquement, si on voit une petite embarcation vide, on rencontre pour pouvoir déclencher au plus tôt des opérations de sauvetage si nécessaire. À tout instant, un pactage de secours peut être envoyé par la trappe de l'avion. Les missions SAR, recherche et secours, sont régulièrement effectuées par le gardien. C'est le moyen d'intervention le plus rapide. On a toujours cette boule au ventre parce qu'on veut absolument que la mission réussisse. C'est pas toujours le cas, c'est parfois très frustrant. Mais effectivement, c'est gratifiant quand ça se passe bien. Et aussi quand on retourne dans les atolls et qu'on discute avec les Polynésiens qui ont tous eu un cousin ou un ami qui a été évacué par le gardien qui est présent depuis les années 80 et est connu et fait partie du patrimoine de la Polynésie. Dans 15 minutes, on va descendre vers la zone de travail. L'altitude visée, c'est 100 pieds, donc 30 mètres au-dessus de l'eau. Et donc on vise 10 nautiques avant le point de travail. C'est-à-dire qu'on vise, si tu as un point de travail qui est là, on vise un petit peu avant pour vérifier tous les équipements. Et ensuite on rallie la zone, là où le pêcheur chinois est censé transiter. L'équipage arrive enfin dans la zone où doit se trouver le bateau de pêche chinois. Les militaires l'ont déjà repéré. Mon rôle dans l'avion aujourd'hui, c'est de détecter tous les échos qui seront autour de nous. On fait de la comparaison avec le poste qui est à côté, qui reçoit donc les échos à l'AIS. C'est un système en radio qui est émis par les navires. Et si moi je détecte un écho qui n'émet pas à l'AIS, c'est qu'il est en fraude. Sur place, le gardien commence sa manœuvre délicate. Donc on vise bien le tribord arrière, on vérifie qu'il ne soit pas en action de pêche. C'est Michael qui doit le prendre en photo. Il est très concentré car tout va aller très vite. Reçu, je suis pareil au second. Début de passe 15 secondes. Oui, parfait. Je suis pareil pour la photo. Début de passe 5 secondes. Reçu. Attention pour début de passe. 3, 2, l'unité, début de passe. Photo prise. Photo exploitable. Reçu. Donc tu vois Jean-Philippe, ce qu'on regarde surtout c'est ça, cette partie-là, qu'il n'y ait pas d'élan de requin, qu'il n'y ait pas non plus de lignes qui partent. Donc, ce qui est important c'est d'avoir une photo à la fois du tribord, comme c'est le cas là, et ensuite une photo du plan arrière pour bien les zoomer et regarder qu'il n'y a rien de... Alors on passe à droite Michael, ça marche. Reçu. Photo prise et photo exploitable. Donc là on voit qu'il n'y a rien de particulier à l'arrière.
On avance de phase pour avoir le matériel opérationnel avant d'arriver sur zone, bien sûr. On teste notre matériel avant pour être sûr que ça fonctionne nominalement. Et il y a toujours un petit moment de pression, bien sûr, pour faire des photos correctes, pour rendre compte ensuite à l'état-major. Chaque manœuvre doit être parfaitement exécutée. Il faut éviter de les multiplier. Le carburant est précieux, vu l'éloignement de la mission. Aujourd'hui, c'est comme si on avait décollé de Paris pour aller grosso modo vers Marseille, investiguer une position et revenir vers Paris. À l'échelle de la France, la distance qu'on a fait aujourd'hui. Donc vraiment pour comprendre que la Polynésie est un espace vraiment très vaste, c'est compliqué à surveiller et que ça donne des élongations, des temps de vol assez importants et des distances très très importantes. Les Australes vers les Marquises, ça correspond au Portugal vers la Norvège. On fait environ 350 heures de vol par an. Les missions de surveillance maritime, il y en a un peu plus d'une par semaine. Et en plus de ça, on rajoute les missions d'entraînement, les missions de sauvetage en mer. Ça fait une année relativement dense pour tout le monde. 3 équipages se relaient sans cesse pour effectuer les missions quotidiennes du gardien. Avant de regagner Tahiti, l'avion en effectue une dernière, la surveillance du lagon de Moorea, avec un vol en rase-motte pour une meilleure visibilité. Une manœuvre indispensable et spectaculaire. À noter que le pilotage en basse altitude, c'est un métier qui s'apprend et qui se pratique. Tu vois, quand tu es obligé de faire une recherche en mer d'un naufragé, imagine tu cherches un corps où c'est une tête qui dépasse de 20 cm de rayon. Il faut descendre très bas et ça demande beaucoup de concentration et d'entraînement pour le pilotage en basse altitude. Et tout vol est l'occasion de pratiquer cet entraînement. Ce métier de pilote puis commandant de bord dans l'aéronaval nous permet à la fois d'allier le travail et la présence de la mer et l'aéronautique qui est comme souvent un rêve d'enfance. Donc ça nous permet à tous de réaliser nos rêves et nos passions. Donc moi ça fait bientôt 2 ans que je suis en Polynésie et ça fait un peu près de 15 ans que je fais partie de l'aéronaval. Le plaisir, c'est d'avoir son bureau à 8000 mètres d'altitude et actuellement de contempler la beauté de la Polynésie, que ce soit en haute altitude, en basse altitude. C'est un réel plaisir et de travailler au service de l'État, du pays, de la population polynésienne. À Papeete, les pompiers de la caserne se préparent à un petit entraînement sous le contrôle du chef d'agré, le responsable du véhicule et de l'activité de ses équipiers. Faites attention, vous serez évoquant. Donc si la chaleur est intense, ça veut dire que dedans, ça bouillonne bien, hein? On refroidit. Voilà. Vous allez mettre à 500 litres minute et vous attaquez le foyer. En tant que chef d'agré, il faut transmettre, il faut faire des manœuvres de garde pour justement voir si tes équipiers sont prêts. Chez les pompiers, il est important de réviser ses gammes pour être prêt le jour J. Nous sommes obligés de les former, de garder les automatismes et pour avoir une bonne intervention. En attendant, tout le monde se retrouve pour déjeuner. Aujourd'hui au menu, matinto shawmen. Chaque midi, c'est comme ça. On cotise entre nous, on décide du repas de midi, on va chercher et on mange ensemble. La vie est belle en Polynésie. Avant chaque repas, un rituel se met en place, respecté même par ceux qui ne sont pas croyants. La prière effectuée, il est temps maintenant de commencer le repas. Mais pour certains, il va être de courte durée. Chaque année, les pompiers interviennent plus de 3000 fois, soit environ 8 sorties par jour, ce qui est dans la moyenne nationale. Sous une pluie diluvienne, Wilfried part en ambulance. Sur un mot de ventre, à Tiperu, au bout de la ville,
Et en plus, avec cette flotte, La Polynésie, c'est pas que du soleil. Alors. c'est pas que du soleil. Il y a aussi de la pluie et on en a besoin. Ça rafraîchit un peu. 4 mois de pluie et 8 mois de soleil. C'est top ça. Bah, c'est habituel alors. Ouais, c'est habituel. C'est la saison des pluies, on va dire. À Tahiti, le climat est tropical. L'été austral est une saison très humide et chaude, où il pleut intensément. Et sur les routes, cela devient forcément plus compliqué. Il faut rester très prudent. Pour la conduite, il faut vraiment être vigilant, ne pas créer d'accident. On demande la priorité, on nous laisse passer. C'est pas parce qu'on nous laisse passer qu'on ne doit pas être vigilant au niveau de la conduite. Arrivé sur place, Wilfried prend en charge l'homme de 42 ans, victime de violents maux de ventre. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal à l'estomac? Ah, t'as l'ulcère à l'estomac? Je prends des traitements, ça a tiré aujourd'hui. Ok, t'as été hospitalisé pour ça? Non, pas du tout. Et sinon, t'as déjà été hospitalisé, non? Non, on a juste fait Endoscopie, un truc comme ça? Ok. Ayant déjà un ulcère à l'estomac, il est emmené à l'hôpital. Tu vas pouvoir marcher? Ok, on va vite aller alors dans l'ambulance. SAMU avisé, victime pris en charge, direction l'USHT. À peine le patient déposé, l'ambulance des pompiers est appelée pour le transport d'une personne âgée diabétique. Elle ne s'alimente plus depuis 48 heures et ne veut pas aller voir de médecin. Arrivé au domicile du vieil homme, Wilfried va devoir le convaincre de le suivre à l'hôpital. Et c'est en parlant tahitien qu'il va y parvenir. Et le papy ne veut pas aller aux urgences, il ne veut pas voir le docteur, il vient de me le dire en tahitien. Là. Et comme je lui ai expliqué, il va falloir qu'on l'emmène. Mais sans le forcer non plus, tout en lui expliquant les choses jusqu'à ce qu'il l'accepte. Wilfried reconnaît qu'il parle souvent tahitien avec les personnes âgées lors de ses interventions. Il espère que la langue sera pratiquée encore longtemps pour préserver l'identité culturelle locale et maintenir le lien entre les générations. La chance que j'ai eue, c'est que mes grands-parents me parlaient en tahitien quand j'étais petit, jusqu'à ce qu'ils partent. Et j'en suis fier aujourd'hui de pouvoir parler le tahitien et comprendre. Pour Wilfried, la langue tahitienne fait partie du rayonnement de son île, à l'accueil légendaire. Tu viens en Polynésie, on t'accueille avec le sourire. Voilà. C'est pas vrai? Si. Tu l'as pas ressenti, celle-là? Complètement. Ben voilà. Notre sourire, c'est l'accueil du Fénois. Je suis allé en métropole en 2011. Tu leur disais bonjour, ils ne te répondaient pas et ils ne te regardaient même pas. D'avoir vu ça, oui, c'est choquant quand même. Pour un Polynésien, oui. Si tu as un message à faire passer en métropole, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Mets un sourire à ton accueil. Voilà. L'ambulance des pompiers arrive à l'hôpital du Taoné et le vieil homme va enfin pouvoir se faire soigner. De l'autre côté de l'hôpital, dans le service obstétrique, Maea doit vite finir ses valises. Dans 2 heures, elle décolle pour une île des Australes, au sud de Tahiti. On va avoir toutes les grossesses qui sont à Tubuai. Donc là, c'est mon appareil d'écho avec mes sondes d'échographie. Tout ce qu'il faut pour faire des sorties. Là, ça va, je vais à Tubuai. Ils ont assez de matériel, mais il y a des îles où on va où il n'y a pas beaucoup. Pas de fausses notes. Pour ce genre de mission, il faut penser à tout. Ah oui, on part comme si on n'avait rien sur place. Pour être vraiment totalement indépendant. Et pour assurer le suivi des grossesses, il faut un appareil d'échographie, un spéculum, des médicaments, mais aussi un ordinateur, une imprimante. Bref, pas moins de 110 kilos de bagages sont transportés par Maea et les âmes charitables qu'elle croise. On envoie le plus costaud pour porter les valises qui sont assez lourdes quand même. Et voilà, c'est un bel avantage pour ces dames, effectivement. J'avoue. On est content quand on voit Harold. Heureusement qu'il est là pour nous aider à porter. La vie dans les îles, c'est assez compliqué. Donc de voir
l'obstétricien arrivé avec les sages-femmes, écoutez, c'est quelque chose d'important pour les gens des îles, vraiment très important. Donc c'est mission d'utilité publique, c'est parfait comme ça. Chacun a son rôle, voilà. Donc on est bien content de participer à cette chaîne d'accompagnement. Si sur Tahiti l'offre de soins est riche, ce n'est pas le cas du reste de la Polynésie, très éclaté. Alors régulièrement, l'hôpital du Taonais se déplace à la rencontre des patients des îles. Avant d'ausculter toutes les femmes enceintes de l'île de Tubuai, Mahea s'endort, la tête dans les nuages. À 600 km au sud de Tahiti, dans l'archipel des Australes, se trouve l'île de Tubuai. Très peu fréquentée par les touristes, malgré un somptueux et immense lagon de 85 km², l'île, peuplée de 2300 habitants, semble rester hors du temps. Après 3 heures de vol et une escale, Mahea débarque à Tubuai. Sa première mission est de retrouver toutes ses valises parmi celles des voyageurs. Son taxi est déjà là, car elle n'a pas beaucoup de temps. Ses premières patientes l'attendent déjà. Aéroport, pension, dispensaire. Dispensaire, pension, aéroport. C'est pas métro boulot dodo, mais c'est presque ça. Alors, on commence à 7h30 le matin et on peut des fois aller jusqu'à 18h, 19h, en ayant enchaîné toute la journée. Et vendredi matin, on prend le vol et on repart direct. Donc pas trop le temps d'aller me balader. Toutes les femmes enceintes de l'île doivent venir voir la sage-femme du Taonais et faire l'échographie mensuelle, même si le dispensaire a la chance d'avoir une sage-femme en permanence. On est content parce qu'on sait qu'on aura un petit surplus de matériel et puis quand parfois on a des doutes parce qu'on est toute seule sur l'île et qu'on n'a pas de consoeur vers qui se tourner, on pose nos questions, on dit voilà, j'ai eu ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aurais fait toi donc oui, on est content. Je suis d'ici, oui. J'ai une partie de ma famille qui est ici. Ma maman est originaire de Tubuai et ça s'est présenté, le poste s'est présenté, du coup j'ai accepté de revenir ici. Ce qu'on redoute le plus, c'est vraiment les accouchements inopinés, une dame qui vient, qu'on ne peut pas attendre l'évacuation sanitaire, que le bébé se présente et que voilà, il faut l'accueillir dans les meilleures conditions. On sait qu'on a un matériel mais qu'on est limité, qu'on ne pourra pas faire des soins très poussés. Bonjour. Salut Bahiré, ça va? Ça va. Moi c'est Maya, je suis la sage-femme du Taonais. Est-ce que je t'ai déjà vue? Je sais plus, comme je suis venue souvent à Tubuai. On s'est déjà vu. On t'a pas revu depuis 2014. Ben enfin, tu voulais plus venir nous voir? Il faut venir nous voir quand même, de temps en temps. Moi je trouve que les patientes dans les îles sont mieux suivies, sont convoquées tous les ans. Elles viennent pour un suivi habituel. Sans forcément savoir, elles n'ont pas demandé, et sans forcément savoir qu'est-ce qu'on va leur faire. Alors que je pense qu'en France, il faut attendre des mois avant d'avoir des rendez-vous. Et ici, on va presque les chercher chez elles pour venir nous voir. C'est une particularité des îles. Hein. À Papeete, à Tahiti, c'est pas comme ça. Hein. Les consultations s'enchaînent, mais la liste est encore longue. Mahea examinera au total 21 femmes enceintes. Les suivis effectués permettront d'avoir un dossier complet lorsqu'elles viendront accoucher à Papeete. Un dossier qu'il est important de mettre à jour. Je vois ce qui a été fait avant, je regarde à quel terme la patiente elle est. Par exemple, cette patiente, d'ici une petite semaine, il faudrait qu'elle retourne sur Papeete. Dans les îles, toutes les femmes enceintes se préparent au long voyage. À 36 semaines de grossesse, elles partent à Tahiti pour un suivi régulier sur Papeete. Ce sera bientôt le cas pour Vei, qui aujourd'hui vient faire sa dernière échographie. Savoir qu'il est là, qu'il est en forme, qu'il est en bonne santé. On a toujours hâte les échographies. C'est vrai. Oui. Voir bébé à la télé. Donc là, il a les mains devant le visage. À ses orbites, là, il tourne la tête.
La bouche qui est par là. Là, bébé, il est déjà estimé à 2,6 kg. Ah ouais? Ouais, comme tu dis, ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc, vu que tu as déjà fait quasiment un 4 kg, il y a des chances que ce soit le même gabarit. Hein. C'est rassurant d'un côté de savoir qu'on est suivi tous les mois. Hein. Et les gynécos qui descendent. Ouais, les gynécos aussi qui descendent. On sait qu'en cas de souci, ils nous évacuent directement sur PPT. On a hâte. Hâte de le voir, hâte de le serrer dans ses bras. Mais VI a aussi le cœur déchiré à l'idée de devoir laisser son garçon de 8 ans. Je vais laisser mon aîné ici. Et donc, voilà. Tu sais que tu pars pour longtemps, quoi. Voilà. Je n'ai pas l'habitude d'être loin de mes enfants. C'est vrai que pour les patientes des îles, c'est vraiment pas facile. Hein. Elles laissent tout dans leur île, hein, leur famille, leurs enfants. Surtout les patientes des Marquises aussi, hein, elles partent longtemps. Ouais, Rapa aussi, hein, des fois 6 mois. Rapa, oui. Rapa, il n'y a pas d'aéroport, ils prennent le bateau. Rapa, c'est le bout du monde. Non, c'est très dur, hein. Pour toutes les familles, hein, pas que pour tout l'entourage. On laisse notre aîné avec mes parents. Ben, comme elle a dit, hein, c'est pas facile parce que c'est la première fois qu'on le laisse tout seul pendant 1 mois. C'est très dur, hein, laisser ses enfants. Bon, heureusement, souvent, elles ont de la famille sur place. Il y a toujours une grand-mère, une tati qui peut garder les petits, mais c'est un déchirement de laisser son petit pendant plus d'1 mois, presque 2 mois des fois. Et ils ne sont pas là à la naissance, ils ne voient pas le petit frère ou la petite sœur, ils le voient bien plus tard. Donc c'est sûr qu'en tant que maman, laisser ses enfants sur place, c'est dur. Hein. Je sache à peu près pour m'organiser. Tu le verras sur place avec le... Telle est la réalité dans les îles éloignées de Tahiti. Les futures mamans quittent leur famille pour mettre au monde leur enfant en toute sécurité. Tubuai possède aussi sa gendarmerie et c'est justement l'heure de la patrouille. Ici, pas de feu rouge, pas de boîte de nuit, mais les gendarmes veillent en arpentant les 26 km de route qui entourent ce petit bout de terre. L'activité à Tubuai est plutôt calme. On peut dire là on est loin de tout, vraiment loin de tout. Je suis né sur l'atoll de Hao, au Tuamotu. Donc ensuite, j'ai vécu toute mon enfance sur l'île de Tahiti. L'accueil des personnes, des habitants des Australiens, qui est différent de Tahiti. Donc là où on voit la Polynésie d'antan. Ici, le modernisme n'a pas eu raison des pratiques ancestrales. Et les pêcheurs continuent de chercher leurs ressources à pied sur les rochers du lagon. C'est un peu de cette authenticité que Gaston est venu chercher dans les Australes. Il est en poste ici depuis 2 ans et a su se faire accepter des habitants de l'île. J'ai de bonnes relations avec tout le monde ici. Donc dès que j'arrive pour les interventions, les gens ils se calment déjà, ils voient que c'est moi. Je connais tout le monde et je sais que bon, y a qui est en règle, qui n'est pas en règle. À force de les contrôler tout le temps, donc on arrive à contrôler au moins 5 ou 6 fois au niveau de l'année après. Donc on arrive à reconnaître chaque véhicule et chaque véhicule qui est en infraction ou pas du tout. Pour l'aider dans sa mission, Gaston a reçu un renfort pour quelques mois, arrivant tout droit de métropole. L'île est belle, très petite, pas beaucoup d'activités, à vrai dire, mais très reposante. À la base, je suis de la région parisienne, donc c'est vrai que Tubuai, c'est complètement l'opposé, quoi. C'est très calme, les gens sont accueillants, on dit bonjour à tout le monde. Même si on ne connaît pas, on dit bonjour. C'est une pratique ici, donc c'est vrai que ça change. Après avoir couvert de grosses manifestations dans l'Hexagone, Antoine semble apprécier le calme de Tubuai. Bientôt là, on va s'arrêter pour faire un contrôle routier. Mais ici aussi, la gendarmerie doit veiller au respect des règles de la route. On se met en place.
Et si c'est Antoine qui effectue le contrôle, c'est naturellement à Gaston que les habitants s'adressent. Le fait d'être polynésien, moi j'ai pas la barrière de la langue aussi. Donc automatiquement, un Polynésien qui me rencontre, il me parle aussi en tahitien. Gaston est le premier commandant polynésien de la brigade de Tubuai. C'est bon, tu peux y aller. Et sa population en est très satisfaite. On est toujours fiers d'avoir un Tahitien sur des postes élevés. Et donc ça facilite un petit peu les choses? Non, justement, c'est pas simplement pour faciliter, mais c'est une fierté que nos enfants du pays occupent des postes élevés. Dans quelques mois, Gaston ira œuvrer dans une autre île de la Polynésie française. Mais les habitants de Tubuai, sans aucun doute, ne l'oublieront pas. Chaque semaine, les équipes de l'unité rapide d'assistance et d'intervention cynophile de Papeete se retrouvent dans les forêts sacrées qui entourent la capitale. Des forêts d'où émane une puissance spirituelle que l'on appelle le mana. C'est ici que la brigade vient entraîner ses chiens, en harmonie avec la nature de ce lieu mystique. Donc là, on a commencé par une détente collective. Qu'ils se dégourdissent un peu les pattes et qu'ils sentent un peu partout. C'est ça le but de la détente, qu'ils soient beaucoup plus à l'aise avant qu'on commence les exercices. Viens là, approche. Là, là, doucement, doucement. Voilà. Là, il n'y a aucun signe d'agressivité, au contraire, ils veulent jouer. Mais voilà, c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, place à l'entraînement. Les chiens qui vont régulièrement sur le terrain doivent rester puissants et respecter au doigt et à l'œil les consignes du maître. Donc là, exercice muselé. Donc on équipe les collègues pour les protéger. Hein. Tu sens quand même le coup au niveau des cervicales. Hein. Donc à chaque percussion, les collègues ils doivent amortir le coup. Justement pour éviter qu'on se blesse à l'entraînement. Le but, vous n'allez pas vite donner. Vous allez la titiller, quitte à ce que vous tournez, travaillez sa vigilance. Allez, on dégage, police. Ah, bien. Oui, bien. Allez, bien. Voilà. Allez, attaque. Injonction, police. Monsieur, c'est à distance. Oui. Voilà, bien. Voilà. Encore, là, ici. Oui, bien. Super. Bravo. C'est good. Là. C'est bon. On peut aller sur la voie publique. Marcel doit maintenant dresser les jeunes chiens qui ne sont jamais sortis en mission. Les collègues vont arriver avec le véhicule, avec les gyros et la sirène pour conditionner les nouveaux chiens. Et ensuite, il y aura des injonctions données par le policier. Mais seulement, monsieur, il ne va pas obtempérer, il va vouloir charger le chien en donnant un coup. Et là, ils vont faire mordre le chien. Sirène hurlante, l'exercice grandeur nature commence. Tout est fait pour impressionner et déstabiliser le chien. Injonction, injonction. C'est à distance. Hey, c'est la police qui est là. Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous. Calmez-vous. Le chien doit attraper sa victime, ne plus la lâcher et obéir à son maître. Mais il semble avoir été trop excité par le coup de feu. Marcel décide alors de recommencer la leçon. Le mordant précédent, ça s'est pas bien passé. Et en fait, sur le travail d'un chien, il ne faut pas laisser sur un échec. Si on laisse tout le temps sur un échec, ben, ça va se reproduire à chaque fois. Le bois attaque. Alors, le jeune chien va faire et refaire ce mordant. Lobo, allez, couchez, garde. Et surtout, il va devoir bien respecter les ordres. Voilà, bien.
Lobo, halte ton pied! Lobo, halte ton pied! Nettement mieux, et puis je veux savoir pourquoi les mandats précédents n'ont pas été bonnes. Mais je suis sûr que d'ici la fin de semaine, sur le coup de feu, ça lui fera punir. Marcel met sa passion pour les chiens au service de la ville de Papeete. Moi, c'est un plaisir, c'est que du fun. Il n'y a pas de stress. Si aujourd'hui ça se passe mal, ben tant pis. Il faut chercher à savoir pourquoi. En tout cas, c'est un bon toutou. La nuit tombe. C'est bientôt l'heure de la patrouille. L'UREC, l'unité rapide d'assistance et d'intervention cynophile, est née il y a 3 ans sous l'impulsion de Marcel, maître chien depuis 15 ans. C'est ma passion. Dans le civil, ça fait plus de 15 ans que je suis homme d'attaque dans un club. Il arpente désormais le bitume de Papeete avec ses chiens, prêts à intervenir. Donc là, on arrive dans le secteur de Fareute, qu'on appelle l'Anglo. Souvent, il y a les rassemblements, véhicules boum-boum, ensuite consommation d'alcool. Notre but, c'est de les faire évacuer pour éviter les tapages et parfois des bagarres entre personnes alcoolisées. J'aime mon métier. Je suis très fier de travailler dans la commune de Papeete, puisque je réside aussi dans cette commune-là. Voilà, c'est une commune qui bouge. On va vous demander de quitter les lieux, hein? On va rester par là. Marolo. C'est l'heure pour Lobo, le chien policier, de sortir. Il est visiblement en alerte. Reste au pied, reste au pied. Voilà, reste au pied. Bien. Il est excité, bon, après être resté 2 heures dans la voiture, dès que tu descends, il croit qu'on va en intervention. Donc là, il faut lui laisser un peu le temps. Il va se calmer tout seul. En fait, le chien est attentif au moindre bruit, hein. Donc il est vigilant, mais il faut que nous aussi, on soit vigilants par rapport à ses réactions. La ville s'est dotée de caméras pour intervenir au plus vite. Les yeux de la police de Papeete sont en contact permanent avec les unités sur le terrain. Ouais, il est en pédestre. Oh, ok, dessus. Là, UREC, on est à Gauguin pour Marais. Qu'est-ce qui se passe là? Une de nos patrouilles a repéré apparemment un gars qui aurait commis un vol et il se dirige dans notre direction. Alerte à la radio. Un jeune homme aurait volé un passant. La brigade cynophile se lance à sa poursuite et par chance tombe sur lui. Hey, 127, c'est celui-là. Ok, on le poursuit. Et ça dans les poches. L'arrestation est rapide et nette. Bloqué par Lobo, le jeune homme n'a plus aucune envie de fuir. Ok, bouge pas. Bouge pas. Ok. Il est interpellé. N'essaie pas de courir. Les agents le conduisent au commissariat devant l'officier de police judiciaire. C'est bien. Un peu de récompense aussi pour les chiens. Hein. On est toujours content de mettre fin à des agissements et d'appréhender le mis en cause. Comme toutes les nuits, Marcel et ses équipes vont continuer de sécuriser Papeete et de participer à cette baisse de la délinquance que connaît la Polynésie. À 17 km de Tahiti se trouve l'île de Moorea, un triangle de 133 km² où vivent 17 000 habitants. Son lagon magnifique est le seul site classé et protégé de Polynésie. L'amour de mon île. C'est beau, il faut que l'île reste comme ça, il ne faut pas détruire, c'est la nature. La police municipale de Moorea est la seule de Polynésie à s'être dotée d'une brigade nautique pour préserver son lagon. Il est l'un des plus connus au monde et abrite de nombreuses espèces menacées.
Ça présente le paradis, regardez. C'est pour ça qu'il faut préserver. Et de temps en temps, on va dans les écoles pour discuter un peu sur le lagon à préserver, la pêche. Ne jetez pas aussi n'importe quoi dans l'eau. C'est notre rôle aussi d'apprendre. C'est surtout les enfants. Hein. Maintenant, ils ont compris que c'est primordial, la nature et le lagon. Ce territoire idyllique des mers du Sud est un bassin reproducteur pour de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux. Un écosystème fragile et menacé, protégé jour et nuit par Men et sa brigade qui surveillent 34 km² autour de l'île. On est sur le Moutou, 2 îlots là. C'est là où ils pique-niquent, il y a beaucoup de pique-niques là ici. Tout ça, toutes ces tables là. Cet endroit-là aussi est protégé. Toute pêche est interdite. Et l'ancrage aussi est interdit. Pour ça, il y a des bouées. Les bateaux, ils peuvent ancrer sur les bouées, hein, mais pas dans le sable. Hein. Voilà. Men n'a pas eu le temps de voir si le bateau transportant les touristes s'était ancré dans le sable, mais il a l'œil partout. Parce que dès qu'ils nous ont vus, ils sont partis. Hein. Mais on connaît très bien ces prestataires de touristes. Hein. Men et son équipage sont en charge de la surveillance du lagon de Moorea. Plus qu'un métier, c'est une véritable vocation. C'est notre bureau, c'est dans le lagon. Hein. Qui n'aimerait pas ces métiers-là, hein? On est fiers d'être là en mer et surtout de protéger notre lagon. Les messages de protection du lagon semblent aujourd'hui bien perçus par la population et l'interdiction de la pêche traditionnelle à la tortue est acceptée par la majorité car l'espèce est menacée. Pourtant, quelques cas de braconnage demeurent. Il y a des gens qui nous appellent, il y a des tortues blessées ou il y a harponné, des flèches dessus. Dès qu'on trouve des tortues blessées, on l'amène ici, il y a un vétérinaire là. On voit les tortues là. La protection des tortues, c'est primordial. Là. Surtout en Polynésie, avant on mangeait les tortues. Quand j'étais petit, j'ai pêché et les anciens pêchaient aussi les tortues ici, hein, pour manger. Il y avait beaucoup. Quand les tortues ont commencé à disparaître, trop de consommation, c'est comme ça que le territoire a fait voter une loi pour interdire la consommation et la pêche de tortues. Alors, sans relâche, l'équipe parcourt les 5000 hectares du lagon. Un lagon parsemé de pièges qu'il vaut mieux connaître par cœur. La balise qui est cassée là, c'est dangereux. Il faut d'abord connaître le lagon avant de piloter. Hein. Tous les trois, on connaît très bien le lagon. Parce qu'on est né ici. Chez nous, très compliqué à naviguer. Hein. Il y a beaucoup de bateaux qui filent sur les balises, ils vont échouer sur les patates. Hein. En sortant de la barrière de corail, les profondeurs atteignent vite plusieurs centaines de mètres. C'est là qu'on trouve les pêcheurs de thon. Leur pêche commence à peine et Men, qui connaît pratiquement tous les pêcheurs de l'île, en profite pour les saluer. Ils mettent des appâts vivants dessus et après ils l'envoient au fond. Hein. Ici, c'est à peu près 400, 500 mètres de profondeur. Hein. Rien à signaler ici. La brigade regagne le lagon en continuant ses contrôles et tombe sur un pêcheur sous-marin. La pêche est autorisée là, le fusil, c'est pas interdit. Hein. Ce que nous, on vérifie, c'est surtout la taille des bénitiers. Ça, c'est des mérous. Hein. Petits mérous. C'est 12 cm. Beaucoup ici ne pêchent que pour manger et respectent les règles environnementales. Mais au large, c'est une autre histoire. Les policiers repèrent un radeau abandonné. On récupère parce que c'est dangereux pour les embarcations. Il y a des coquillages, il y a plein de coquillages dessus. Cette barge, c'est un DCP, un dispositif de concentration de poissons. L'ombre que génèrent ces radeaux lâchés à la dérive attire les prédateurs pélagiques comme les thons ou les requins. Après plusieurs mois de dérive, les thoniers de pêche industriels n'ont plus qu'à jeter leurs filets
pour une pêche miraculeuse. Il remonte alors tous les poissons sans distinction. C'est vrai massacre. Hein. Ils laissent ça dériver et les poissons, les bonites, les thons, ils viennent en dessous. Comme ça, ils viennent pour pêcher. C'est interdit. Selon Greenpeace, 100 000 tonnes de requins seraient involontairement capturées chaque année par les thoniers dans le monde, ce qui menace fortement l'espèce. Maine et sa brigade consacrent tout leur temps à la sauvegarde du lagon, une action indispensable pour préserver ce joyau. On vérifie aussi les gens qui donnent à manger aux raies. C'est pas bien, c'est interdit. Ici, raies et requins nagent parmi les plaisanciers, comme un aperçu du paradis. J'espère qu'il va rester comme ça. Moins de pêcheurs qui font n'importe quoi dans l'eau et des gens aussi qui viennent le week-end de Papeete, qui viennent ici en bateau, c'est tout près, hein, et ils viennent pique-niquer ici. J'aimerais bien qu'ils disent d'arrêter de jeter n'importe quoi dans l'eau. Voilà, c'est ça mon message. Grâce à Maine et à ses collègues, la Polynésie française est encore un trésor de biodiversité. Dans ce territoire du bout du monde, les agents de l'État essaient du mieux qu'ils peuvent de faire perdurer l'extraordinaire harmonie qui y règne.